Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir ajusté l'agenda afin que je puisse m'exprimer. D'accord. Merci à vous pour votre disponibilité. Nous remercions le Fonds monétaire international et le bureau au pays jusqu'au siège pour cette disponibilité. Ici, nous avons ouvert les travaux de notre 16e rencontre de solutions think tank. Un 12e, combien j'ai dit? 16. Ah, je suis en avance sur le temps. OK, notre 12e rencontre. Et donc, c'est des chercheurs africains. Et le thème de notre rencontre de cette année, c'est porte sur les changements climatiques en Afrique subsaharienne. Et nous sommes intéressés par la question de financement climat. Et Parfait. sans tarder, sans vous prendre plus de temps, je vais vous laisser la parole pour nous entretenir. Mais selon vous, comme vous organisez comme vous voulez quoi, la rencontre. Merci. Parfait. Et les Merci collègues beaucoup. auront de temps pour intervenir et nous allons rester, nous n'allons pas abuser de votre temps, on va rester dans les 1 heure prévue. Parfait, oui, très bien. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et bonjour à tous. Je vais partager un PowerPoint, mais peut-être d'abord, je vais me présenter rapidement. Déjà, j'aimerais beaucoup être avec vous à Cotonou. Je suis en ce moment en Azerbaïdjan, donc c'est pas du tout la même ambiance qu'à Cotonou. Donc, je m'appelle Charlotte. Je travaille au département des marchés monétaires et de capitaux au Fonds monétaire international et je suis économiste climat et je travaille notamment sur les enjeux de régulation financière liée au climat et sur le financement de la transition énergétique et écologique. Et auparavant, j'ai travaillé à la Direction générale du Trésor, au ministère de l'économie et des finances à Paris, en France, et avant cela, au sein de l'autorité des marchés financiers en France également, toujours sur le climat et sur le financement de la transition. Donc, comme l'a souligné Jean-Pierre, nous avons le FMI a un bureau, une représentation permanente à Cotonou. Et le Bénin a eu accès depuis le mois de décembre 2023 à une nouvelle facilité de prêt du FMI dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais vous montrer des slides qui s'appelle la facilité pour la résilience et la durabilité. Donc, le Bénin a eu accès à cette facilité de prêt en décembre 2023 et donc toute une série de réformes va être mise en place et est en cours de mise en place au Bénin afin de faciliter l'adaptation au changement climatique, la transition également pour certaines industries béninoises et également afin de permettre de catalyser le financement de la transition et de l'adaptation au changement climatique au Bénin et notamment de pouvoir apporter des capitaux privés et des capitaux privés nationaux, disons domestiques au niveau béninois, mais également étrangers. Sachant que ce type de facilité de prêt a été accordé à d'autres pays en Afrique subsaharienne. Je pense notamment au Sénégal, au Niger, à la Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Kenya. Donc, plusieurs pays ont eu accès à cette nouvelle facilité. Donc, j'ai eu l'occasion, pour ma part, de venir 2 fois à Cotonou. La dernière fois, c'était en juillet cet été. Et je reviendrai probablement très bientôt pour de l'assistance technique également auprès du ministère de l'économie et des finances du Bénin. Voilà, je m'arrête là pour l'introduction. J'espère que c'était clair. Je vais vous faire une petite présentation, mais vraiment l'objectif, c'est aussi de recueillir vos questions, sachant que de mon côté, c'est très intéressant aussi de vous écouter afin de comprendre quelles sont, selon vous, les questions principales que vous vous posez sur le financement du climat en Afrique subsaharienne, sur les questions que vous avez pour le FMI, pour mes collègues, etc. Sachant que je vois ça comme une première discussion entre nous, évidemment. Sachant que tout papier, tout document, tout rapport, toute réflexion que vous aimeriez aussi nous communiquer, on pourra également en discuter dans les semaines et mois qui viennent. Alors, je vais partager mon PowerPoint. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien? Parfait, merci. Je suis dans un hôtel, donc j'espère que la connexion Wi-Fi est suffisamment bonne. Alors, je vais partager mon écran.
Du coup, je vais pas vous voir directement en caméra normalement, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Excusez-moi, du coup, l'ordinateur est un peu lent. Voilà. Donc, ce que je m'apprête à vous présenter, c'est issu d'un chapitre sur le financement climatique qui a été publié il y a exactement un an, en octobre 2023, au sein du rapport sur la stabilité financière dans le monde du FMI, qui est un des rapports principaux de surveillance multilatérale des risques financiers que publie le FMI 2 fois par an. En anglais, c'est le Global Financial Stability Report et en français, le rapport sur la stabilité financière dans le monde. Donc en octobre 2023, nous avons publié un chapitre sur les politiques du secteur financier pour pouvoir augmenter le financement privé de la lutte contre le changement climatique dans les marchés émergents, les économies en développement. Je vais vous présenter ce chapitre pour 2 raisons. La première, c'est que c'est ce que nous autorise à faire le FMI de manière beaucoup plus simple afin de pouvoir discuter avec des chercheurs, avec des think tanks. Donc, c'était plus aisé pour moi pour pouvoir discuter aujourd'hui avec vous de bien souligner que j'allais présenter quelque chose qui a été rendu public. Mais surtout, c'est à mon sens important parce que ça vous donnera un peu un aperçu de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, sachant qu'évidemment, on mène énormément de travaux sur le climat et sur le financement climatique. Je vais en parler après, mais nous faisons à la fois du développement de politiques publiques. Nous sommes également très actifs dans le domaine de la régulation et de la supervision financière liée au climat. Nous faisons de l'assistance technique et du renforcement de capacités pour les ministères de l'économie et des finances, pour les banques centrales à travers le monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, je suis en Azerbaïdjan sur ce sujet pour aider la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Et puis, nous faisons également ce que l'on appelle de la surveillance macrofinancière. Donc, nous étudions et nous fournissons des recommandations pour les pays. La résilience de l'économie et du secteur financier de tous les pays du monde face au réchauffement climatique. Et puis, évidemment, on fait aussi du prêt. Et ça, on va en parler aussi. Donc voilà, ce chapitre va vous permettre de comprendre un peu quelle est notre réflexion. Il a un an, mais je dirais que beaucoup est encore, heureusement ou malheureusement, toujours en vigueur. Alors déjà, peut-être pour rappeler un peu les bases, disons, quel est l'état du financement de la lutte contre le changement climatique et quels sont les obstacles pour le passage à l'échelle. Je pense que c'est un point important à pouvoir enfin en tout cas une question importante pardon, à se poser. Alors déjà, sur le financement de l'atténuation. Alors, ce sont des chiffres au niveau global. Donc, effectivement, ce sont des chiffres qui donnent un peu le tournis parce qu'on se dit, mon Dieu, on parle de milliers de milliards de dollars, c'est énorme. Alors, pour le financement de l'atténuation, on est environ à 5 trillions de dollars qui sont nécessaires par an au niveau mondial pour atteindre les objectifs d'atténuation du changement climatique au vu de l'accord de Paris. S'agissant des marchés émergents et des économies en développement, donc en anglais les EMDEs, c'est pour ça que j'ai laissé l'abréviation anglo-saxonne dans le texte, ce sont 2 trillions de dollars. Donc un peu moins de la moitié sont nécessaires dans les pays émergents, les économies en développement. Principalement dans le secteur de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est ce secteur qui est à la base de tout. Et sans énergie, on ne se parlerait pas aujourd'hui, par exemple. Sans énergie, vous ne seriez pas ensemble dans une salle qui est allumée. Donc, le secteur de l'énergie est évidemment extrêmement important. Et par ailleurs, parce que la décarbonation, donc la transition aussi de secteurs tels que le secteur des bâtiments, des transports, de l'industrie, etc., se fait également par le passage d'une énergie intensive en carbone à une énergie bas carbone. Donc, une grande partie de ces besoins de financement porte sur le secteur de l'énergie. Et puis, il y a le financement de l'adaptation au changement climatique. Évidemment, le climat et les changements climatiques n'attendent pas que l'humanité agisse. Comme vous le savez, les risques physiques et les conséquences physiques pardon, du changement climatique sont déjà extrêmement importantes à travers le monde, et notamment et surtout en Afrique subsaharienne. Et donc, on a des financements d'adaptation au changement climatique, des besoins qui sont extrêmement importants. Il faut savoir que les chiffres que vous voyez là sont probablement sous-estimés. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de venir mesurer l'adaptation au changement climatique. Pourquoi? Parce que ça dépend déjà de l'évolution du changement climatique, ça dépend des capacités de résilience actuelles des États, de l'industrie, des sociétés, etc.
Et puis aussi parce que bien qu'on ait les rapports du GIEC, bien que la communauté scientifique internationale soit extrêmement active évidemment sur la mesure du changement climatique et sur l'anticipation de ses effets, on n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Donc, on ne sait pas exactement quelles vont être toutes les conséquences du changement climatique. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle ces financements, ces estimations de besoins de financement de l'adaptation, je devrais dire, sont probablement sous-estimées. Évidemment, moins nous atteignons le changement climatique aujourd'hui, plus les besoins de financement de l'adaptation seront importants dans les années et les décennies à venir. Alors, je vais vous expliquer cette slide parce que lorsque vous voyez ces chiffres ici, vous vous dites probablement c'est extrêmement important. Comment est-ce qu'on peut créer autant de financements, etc. Il faut savoir qu'en fait, beaucoup de ces financements, ça ne veut pas dire forcément de nouveaux financements. Ça veut dire que les capitaux aujourd'hui qui circulent dans le monde sont pour la plupart, en anglais on dirait misaligned, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés sur des objectifs climatiques. Tous les investissements aujourd'hui qui sont faits ne sont pas tous en accord avec ces objectifs climatiques. On a encore énormément d'investissements dans le déploiement de nouvelles énergies fossiles, par exemple, etc., etc. Donc, il s'agit d'un réalignement. Et c'est vraiment un terme, je pense, important à avoir en tête si vous ne l'avez pas déjà en tête, à savoir qu'il s'agit de réaligner les flux de capitaux sur une trajectoire bas carbone. Et ici, je cite l'accord de Paris, et en particulier donc l'accord de Paris de 2015, et en particulier l'article 2.1 de l'accord de Paris qui parle de cet alignement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on regarde les besoins d'investissement pour l'atténuation du changement climatique au niveau mondial, comme je le disais, on a environ 5 000 milliards de dollars par an et 2 000 milliards de dollars dans les pays émergents. Tout ça est énorme. Si on regarde les besoins d'investissement par secteur, dans le secteur de l'énergie, on voit que beaucoup portent sur le système électrique, un peu moins sur l'énergie, sur l'efficience énergétique et sur aussi la capture de carbone. Ce que vous voyez ici, et j'espère que vous voyez ma souris bouger sur mon écran, ce sont les croix rouges qu'il faut regarder. Et les croix rouges, elles vous disent quoi? Elles vous donnent à peu près le niveau de financement nécessaire dans les pays émergents et en développement selon l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, on a environ 1 trillion de dollars, donc 1 000 milliards de dollars pour la transition du système électrique, un demi-milliard de dollars pour la transition pour l'efficience énergétique et le reste. En gros, ces besoins d'investissement pour l'atténuation, ça équivaut aujourd'hui à 12% de l'investissement total dans les économies émergentes en développement. Et je m'explique pour expliquer ce graphe au milieu ici du slide. Donc, aujourd'hui, donc en 2020, l'investissement total dans les pays émergents en développement était de 10 trillions de dollars, donc 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars ont été investis au niveau local et par des financements internationaux dans les pays émergents en développement. Sur ces 10 trillions de dollars, seulement 3,4% ont été dédiés au changement climatique. Si l'on veut atteindre nos objectifs d'investissement dans le changement climatique, dans la transition, donc les 2 trillions de dollars dont je vous parlais, ça veut dire que, au vu des attentes en matière des anticipations d'investissement dans les pays émergents et en développement, on passe donc de 3,4 à 12%. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que 12% de l'ensemble de l'investissement dans les pays émergents en développement, tout de suite, ça fait beaucoup moins peur. On se dit que c'est beaucoup moins d'argent. En tout cas, c'est une part beaucoup moins importante de l'investissement total dans les économies émergentes et en développement. Donc, il faut quand même quadrupler, il faut multiplier par 4 la part des financements privés dans les investissements climatiques. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un alignement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce qu'on a ces 12% qui sont dans le vert que les 88% qui sont dans le gris, ici, doivent porter atteinte aux objectifs climatiques. Je vais être un peu plus peut-être claire et un peu plus pratique. Si les 12% d'investissement d'ici à 2030 par rapport à l'investissement total vont dans les énergies renouvelables, vont dans des technologies bas carbone, dans l'adaptation au changement climatique, c'est super. En revanche, si vous avez dans les 88 autres pourcents des investissements dans de nouvelles capacités fossiles, dans des technologies qui sont intensives en carbone,
dans des industries, des secteurs, des activités économiques, des projets qui portent atteinte à l'objectif d'atténuation et d'adaptation du changement climatique, alors ça ne servira à rien. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle aussi du réalignement, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ces 88 autres pourcents ne portent pas atteinte au changement climatique. Et ça, elle est peut-être là, la difficulté. Le secteur privé, pour tout ça, devra couvrir une part importante des investissements. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux raisons. La première, c'est que l'investissement public aujourd'hui n'est pas suffisant. Et étant donné les besoins d'investissement qui sont très importants, on ne peut pas compter seulement sur l'investissement public, à moins d'augmenter les impôts par plusieurs centaines de points de pourcentage, pardon, ou d'avoir une dette extérieure évidemment très très importante. Donc on sait que le secteur public ne peut pas tout financer. Et donc on a besoin de capitaux privés pour venir financer la transition. Mais un deuxième point, je pense, très important à souligner, c'est pas seulement qu'on a besoin du secteur privé parce que le secteur privé serait, disons, suffisamment gentil pour venir financer la transition. C'est pas seulement ça. C'est parce que, encore une fois, une large part des capitaux privés aujourd'hui ne sont pas alignés sur ces objectifs climatiques. Donc, énormément de capitaux privés aujourd'hui contribuent au changement climatique. Donc, je pense que c'est un point important à avoir en tête. C'est la raison pour laquelle il faut que la part du secteur privé dans l'investissement en matière d'atténuation du changement climatique augmente considérablement. Et c'est ce que vous montre le graphe à la droite de la slide ici, de la diapositive. Si l'on exclut la Chine du groupe des pays émergents et en développement, pourquoi? Parce que la Chine a énormément de financement public disponible. Donc, si l'on regarde la partie jaune du graphe, on voit que l'on doit passer d'environ 40% aujourd'hui de la part du secteur privé dans l'investissement pour la lutte contre le changement climatique. Donc, aujourd'hui, on a environ 40%. On doit passer à environ 80-90% des besoins qui doivent être couverts par le secteur privé. Et ça, c'est fondé sur une méthodologie qu'on a créée avec mon équipe et qui est publiée dans l'annexe du chapitre que je suis en train de vous présenter. Or, quels sont les obstacles au financement privé de la lutte contre le changement climatique? Je vais aller vite parce qu'on a peu de temps et parce que je veux vraiment pouvoir vous expliquer ce que fait le FMI, mais je pense que c'est un point important à avoir en tête. Quels sont les obstacles? D'abord, des barrières dites structurelles, c'est-à-dire que vous entendrez beaucoup le secteur privé, les financiers privés, donc les investisseurs institutionnels, les grandes banques d'investissement, etc., vous dire, nous, on ne va pas investir dans les pays hors de l'OCDE. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques politiques, parce qu'il y a des risques de change, parce qu'il n'y a pas de notation de qualité ou une absence de notation de crédit, parce qu'il y a des lacunes dans les cadres juridiques, parce que les marchés capitaux locaux ne sont pas suffisamment développés, parce qu'il y a des restrictions réglementaires, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'investissements climatiques, vous avez des barrières spécifiques qui s'ajoutent à ces barrières beaucoup plus structurelles à l'investissement privé dans les pays émergents en développement. Le fait qu'on ait souvent l'argument d'un manque de projets qui sont susceptibles d'être financés ou une échelle limitée des possibilités d'investissement, des obstacles à la mise en œuvre des projets, une manque d'expertise, une éviction aussi des capitaux privés par les financements concessionnels des banques multilatérales et régionales de développement. Et ça, je vais vous en parler également dans une des slides suivantes. Et puis, il y a un manque de politique et de données sur le climat, de clarté réglementaire. On va en parler aujourd'hui, mais on a une architecture d'information climatique qui est insuffisamment développée souvent, et puis une tarification du carbone qui est en retard aussi. Donc tout ça constitue des obstacles au financement privé de la lutte contre le changement climatique. Alors, on pourrait parler de ces obstacles pendant des heures. Il y a énormément d'analyses qui ont été faites par le FMI, par la Banque mondiale, par des think tanks sur ces obstacles. Mais ça, c'est vraiment une synthèse que vous pouvez avoir en tête. L'un des obstacles, par exemple, c'est que les notations de crédit souveraines sont souvent, disons, au détriment des économies en développement. Donc, quand vous regardez les notations de crédit souveraines, vous voyez que de meilleurs scores sur le plan environnemental ne se traduisent pas forcément par des meilleures notes de crédit dans les pays émergents en développement par rapport aux pays à revenus élevés. Dit autrement, les pays qui sont à revenus beaucoup plus faibles ne bénéficient pas sur le plan de leur notation de crédit de la mise en place de meilleures politiques énergétiques et écologiques. Et donc là, vous le voyez à cause de la corrélation, du degré de corrélation
entre le score, excusez-moi, la notation de crédit souveraine que vous voyez en ordonnée ici et la notation environnementale que vous voyez en abscisse. Vous voyez que la corrélation, elle est positive dans les pays à haut revenu et elle diminue au fur et à mesure que les pays sont de plus en plus pauvres et que donc pour les pays à revenus faibles. Et donc, quand vous regardez la partie de droite sur les low income countries, les pays à revenus faibles, le graphe numéro 4, vous voyez que la corrélation est extrêmement négative. Pourquoi? Parce que déjà, il y a souvent un manque d'adaptation des méthodologies des notations de crédit par rapport aux politiques climatiques des pays à revenus faibles et à revenus moyens. Aussi parce qu'il y a un manque de données. Et donc, dès lors qu'un pays ne publie pas quelque chose, ne publie pas certaines informations, alors les agences de notation de crédit ont tendance à penser que s'il n'y a pas de publication, c'est que la politique n'existe pas. Alors qu'en fait, souvent, la politique existe. Et les politiques climatiques sont mises en œuvre dans ces pays. Seulement qu'il y a un manque de données. Et donc, ne pas publier se traduit par un score 0 et donc vient encore davantage amenuiser la notation de crédit. Ça, c'est une des barrières, par exemple, que l'on a relevées, dont on a fait l'analyse. Une autre barrière, et qui est peut-être moins importante pour les pays en Afrique subsaharienne, donc je ne vais vraiment pas aller je vais pas passer trop de temps, c'est l'abandon progressif du charbon. C'est un défi de taille, évidemment, dans les économies en développement, d'autant que la dépendance à l'égard du charbon, elle diffère considérablement d'un pays à l'autre. Donc, vous avez des degrés de dépendance différents selon les pays au charbon. Et vous voyez que certains pays sont même en train d'étendre leur capacité de production électrique à partir de charbon. Et c'est le cas dans des pays d'Afrique subsaharienne. C'est le cas en Côte d'Ivoire, c'est le cas en Éthiopie, au Kenya, au Mozambique et en Afrique du Sud notamment. Dont l'Afrique du Sud, par ailleurs, a une dépendance très importante au charbon par rapport à ses exportations aussi. Or, sortir du charbon, c'est un défi d'échelle, c'est un défi économique et financier, c'est un défi social aussi. Et donc, il est nécessaire de trouver des solutions de financement qui sont innovantes pour venir financer la sortie du charbon et pouvoir aussi intégrer cette élimination progressive du charbon dans les engagements des institutions financières sur le climat et également dans les plans de transition des institutions financières. Les investissements dans les combustibles fossiles restent trop élevés et ça aussi, c'est une barrière importante. Je ne vais pas aller trop vite, je vais pas passer trop de temps, excusez-moi là-dessus parce que il y aurait beaucoup à dire. Mais tout ça pour dire que les investissements se maintiennent dans toutes les régions du monde dans l'industrie du charbon jusqu'à 2023. J'aurais pu mettre à jour ces graphes, ça serait exactement la même chose encore. Et surtout, si l'on regarde les dépenses totales de l'industrie pétro-gazière dans le développement de capacités bas carbone, d'accord? Donc, l'investissement qui n'est pas dans le pétrole et le gaz, mais l'investissement qui est dans le bas carbone, donc dans les énergies renouvelables, dans l'efficience énergétique, etc. Vous voyez que malgré ces engagements de l'industrie pétro-gazière, la part d'investissement dans le bas carbone, donc la partie jaune du graphe, est extrêmement faible. C'est-à-dire que l'industrie pétro-gazière continue d'investir dans le pétrole et le gaz. Un autre point, c'est que l'investissement dans de nouvelles capacités pétrolières et gazières se maintient, en particulier dans les économies émergentes en développement. Donc, quand on regarde les perspectives d'investissement à horizon 2030 et 2050 dans de nouvelles capacités pétro-gazières, elles sont toujours très importantes, en particulier dans les économies émergentes en développement. On a des politiques de grandes banques aussi qui sont très peu ambitieuses. Donc, vous avez probablement vu de grandes banques systémiques sur le plan international parler de net zéro, parler de transition écologique, etc. Or, si l'on regarde leurs politiques sectorielles, donc les grandes banques ont toujours ce qu'on appelle des politiques sectorielles. Elles publient des politiques sur le charbon, sur le pétrole et le gaz, sur le financement du nucléaire, sur le financement dans des pays qui font l'objet de sanctions internationales, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des politiques sectorielles. Lorsque vous regardez les politiques sectorielles des 30 banques les plus importantes sur le plan mondial, lorsque vous regardez leurs politiques en matière de charbon et de pétrole et de gaz, vous voyez qu'en fait, l'immense majorité ne sont pas ambitieuses et donc contribuent à venir renforcer la suite, disons, en tout cas le financement du charbon. On voit aussi que l'octroi de prêts syndiqués au secteur des combustibles fossiles reste élevé et donc ça, vous le voyez aussi sur le graphe de droite.
On a des fonds d'investissement durable qui ont un impact sur le climat assez peu important. Et donc ça, c'est aussi important de le mettre en, comment dire, de le mettre en exergue. Or, les fonds d'impact sur le climat, c'est une partie encore très peu importante de l'ensemble des fonds d'investissement en ESG. Et pourtant, c'est dommage, disons, parce que ces fonds d'impact sur le climat, ils ont tendance à être fortement investis dans les actions et obligations, dans les titres financiers émis par des entreprises situées dans les marchés émergents et en développement. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les entreprises dont l'intensité carbone est plus élevée peuvent en fait avoir des scores ESG plus élevés. La raison pour laquelle je mets aussi ça en exergue, c'est parce que vous allez beaucoup entendre, si vous parlez de financement climatique, de score ESG. Et vous pensez qu'un bon score ESG, c'est positif. Or, en fait, ce n'est pas le cas. Le plus souvent, le score ESG, il traduit quoi? Il ne traduit pas l'ambition de la transition climatique d'une entreprise, il traduit l'exposition de cette même entreprise à des risques climatiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire, à notre sens, de développer non pas des scores ESG, mais des scores d'impact climatique. Pour le dire autrement, il est nécessaire aujourd'hui dans le secteur financier que les investissements et la manière dont on labelle, dont on étiquette, dont on définit ces investissements se fassent sur des critères d'impact climatique, se fassent sur des critères de est-ce que mon investissement contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et non pas seulement parler en matière de risque. Donc voilà pour un rapide, disons, je sais que j'ai été vite, pour un rapide état des lieux de ce qu'est aujourd'hui le financement climat. Et donc, pour pouvoir pallier à tous ces obstacles, il est nécessaire, à notre sens, de mettre en place un éventail de politiques. Et c'est ce que vous voyez sur cette slide. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas pouvoir agir sur le financement de la transition climatique avec seulement une ou deux politiques ou en agissant seulement sur un ou deux obstacles ou sur un ou deux sujets. Il est nécessaire de mettre en place toute une série de choses. Et donc, si l'on regarde en bas de la pyramide, on considère qu'il est nécessaire de mettre en place des politiques préalables, c'est-à-dire des politiques fondationnelles, si je traduis en très mauvais français ce que l'on dit en anglais. Donc, par politique préalable, on entend des politiques macrostructurelles, des politiques climatiques, environnementales, une tarification du carbone, mais également une architecture solide d'information climatique dont je vais parler. En plus de ça, il faut mettre en place des politiques du secteur financier, donc de régulation financière, venir réguler le système financier par rapport aux risques climatiques et par rapport au financement climatique. Et puis enfin, il faut venir développer des instruments financiers sur le changement climatique et apporter un soutien international aux pays émergents en développement sur le financement de la transition écologique et énergétique. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des taxonomies de transition. Je vais pas aller trop loin parce qu'on a peu de temps, mais grosso modo, il faut mettre en place des plans de transition au niveau des pays qui sont basés sur les contributions nationales déterminées, les plans nationaux d'adaptation, et venir traduire ces objectifs climatiques au niveau national par des objectifs au niveau sectoriel, au niveau des grands secteurs de chaque économie, et dire comment est-ce que l'on passe du rouge au vert, comment est-ce que l'on passe de secteurs et d'activités économiques qui sont mauvais sur le plan environnemental et climatique à des secteurs et activités économiques qui sont bons sur le plan environnemental et climatique. Donc pour ça, on développe des taxonomies. Et donc, vous allez probablement entendre parler, si vous continuez à travailler sur le financement climatique, de taxonomie. Je pourrais en soi faire 3 heures seulement là-dessus, donc je vais aller très vite. C'est pour ça que je vais passer les prochains slides très, très rapidement. Mais en tout cas, vous aurez toutes les références. Je vous enverrai toutes ces références a posteriori. Donc, on développe aujourd'hui des taxonomies de transition et des plans de transition. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. Un deuxième point à avoir en tête quand il faut financer la transition, c'est que l'on a souvent besoin de venir partager le risque dans la transition. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a besoin de venir apporter des financements privés, comme je le disais. Or, il y a beaucoup de barrières structurelles à venir augmenter le financement privé de la transition. Et c'est donc la raison pour laquelle il est nécessaire aujourd'hui que le secteur privé et le secteur public participent ensemble à prendre ces risques financiers pour venir investir dans les pays émergents et en développement sur la transition. Donc là, vous avez des graphes qui sont issus d'un autre chapitre, d'un autre rapport du FMI, mais qu'il m'importait de mettre ici en exergue. À savoir que lorsque vous regardez l'action des banques multilatérales de développement, vous voyez que pour chaque dollar de ressources qui sont investies par ces banques multilatérales de développement, pour chaque dollar, elles attirent moins d'1 dollar de financement privé.
Et donc là, vous avez une analyse pour toutes les banques de développement multilatérales aujourd'hui dans le monde. Et vous voyez qu'en fait, lorsque une banque de développement telle que la Banque mondiale, par exemple, va apporter $1 dans un pays, elle attire moins d'$1 de financement privé. Donc l'effet de catalysation, il est très peu important. Pourquoi ça? Pour toute une diversité de raisons, mais notamment parce que les banques multilatérales de développement ne font pas un usage intensif d'instruments de fonds propres de garantie. En gros, ces banques multilatérales de développement, elles prennent très peu de risques. Et c'est ce que vous explique le graphe de droite. On a aussi un paysage des capitaux publics pour le financement de la lutte contre le changement climatique qui est extrêmement fragmenté. Donc, dès lors que vous réfléchissez au paysage de qui sont ceux qui fournissent l'argent pour la transition et l'adaptation au changement climatique, vous avez des fonds multilatéraux, vous avez des banques multilatérales, vous avez des ONG, vous avez des agences bilatérales de développement, vous avez les marchés de capitaux eux-mêmes, les banques, etc. Et tout ça, c'est extrêmement fragmenté. On ne sait pas qui fournit quoi, on ne sait pas quel est l'impact et on ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'un dollar de capitaux privés, de capitaux publics, va pouvoir attirer des capitaux privés. Et ensuite, lorsque l'on se place au niveau des pays qui reçoivent cet argent, il y a une fragmentation au sein du secteur public entre le gouvernement et les ministères sectoriels, les banques nationales de développement, mais aussi entre le secteur public et le secteur privé. Et donc, on a une fragmentation de ce paysage. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre en place des dispositifs de partage de risques. Il faut que le secteur public vienne disons, réduire le risque de l'investissement dans la transition climatique dans les pays émergents en développement. Et pour ça, il y a tout un tas de structurations financières qui peuvent être mises en place. On a peu de temps aujourd'hui, donc je ne vais pas les expliquer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle le financement mixte. Et donc, il est possible de venir partager ce risque afin d'atténuer les risques, du coup, dans l'investissement dans la transition dans les pays émergents en développement. On a énormément de travaux aujourd'hui qui portent sur la blended finance, le financement mixte, et donc je vous invite aussi à aller regarder ces travaux-là. Donc pour finir, qu'est-ce que fait le FMI et qu'est-ce que c'est la facilité pour la résilience et la durabilité? Donc ce qu'on fait au FMI, ça va bien sûr on fait plein de choses et ça va à divers endroits, mais disons qu'au-delà du conseil en matière de politique publique, du développement de politique, de la régulation, de la supervision financière, on évalue aussi les risques climatiques pour les pays, ce qui est très important, afin de pouvoir comprendre quels sont les besoins d'investissement et comment gérer ces risques. On aide aussi au développement d'instruments financiers innovants et on développe des architectures de données d'information climatique aussi. C'est très important en matière de financement du climat. Mais ce qu'on a surtout, c'est un outil de prêt. Et cet outil de prêt, j'en parlais en introduction, ça s'appelle la facilité pour la résilience et la durabilité du FMI. C'est un nouvel outil de prêt qui a été créé par le FMI il y a environ 2 ans. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est la suivante. On a besoin de financement public, on a besoin de financement privé qui doivent être attirés également. On a besoin d'un cadre politique qui soit robuste, on a besoin de politique climatique, on a besoin de tarification du carbone, de normes sectorielles, etc. Et puis, on a besoin de renforcement de capacité, évidemment. Sur le plan de l'apport de financement public, ce que fait ce nouveau programme du FMI, c'est très différent des programmes du FMI dont vous avez déjà entendu parler dans d'autres pays et qui ne portent pas sur le climat. Ce programme-là, il porte uniquement sur le climat. Et contrairement à d'autres programmes du FMI, ce sont des prêts qui sont extrêmement concessionnels. Deuxièmement, ce sont des prêts à très longue maturité. L'échéance du prêt de 20 ans, ce qui est extrêmement important. Normalement, les prêts du FMI ou de la Banque mondiale ne sont pas du tout à ce niveau-là de maturité. Et surtout, le prêt a pour objectif de venir renforcer la résilience des pays face aux risques futurs liés au changement climatique. Donc, on n'est plus sur comment est-ce qu'on va faire pour atténuer des problèmes importants de balance des paiements aujourd'hui. On est sur une problématique beaucoup plus en anticipation d'accord, le changement climatique va avoir des effets sur l'économie de la plupart, sinon l'ensemble des pays du monde. Comment est-ce qu'on peut augmenter la résilience de ces pays face à ces risques? Et donc, c'est la raison pour laquelle les conditionnalités, donc les politiques qui doivent être mises en place, sont toutes liées aux politiques climatiques. Donc, les conditions du prêt, ce sont la mise en place de politiques sur le plan budgétaire, sur le plan financier, sur le plan sectoriel, qui sont liées au changement climatique. Tout ça, ça a aussi pour objectif d'avoir un rôle de catalysation des financements privés et publics. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le financement du FMI, ça reste toujours très peu important par rapport aux besoins des pays. Et donc, on a besoin de venir augmenter le reste des financements publics et privés grâce à cela. C'est ce qu'on appelle la catalysation.
L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire comprendre aux bailleurs de fonds multilatéraux et régionaux, et également au secteur privé, que le cadre politique, il est là, que le renforcement de capacité, l'assistance technique par le FMI, la Banque mondiale, ils sont là, et que du coup, il faut venir aller prendre des risques et investir dans la transition, dans la résilience et l'adaptation dans les pays émergents en développement, et en particulier en Afrique subsaharienne. Donc, beaucoup de choses ont été faites aujourd'hui avec pas mal de pays. Là, je vous montre des pays qui étaient les pays de la phase pilote de la facilité pour la résilience et la durabilité du FMI. Donc, on avait 5 pays dans la phase pilote, le Rwanda, le Bangladesh, la Jamaïque, le Costa Rica et la Barbade. Depuis, on a une vingtaine de pays qui ont eu accès à cette facilité de prêt. Il faut savoir qu'une cinquantaine de pays ont demandé l'accès à cette facilité de prêt. Comme je le disais, en Afrique, sur le continent africain en général, des pays qui aujourd'hui ont eu l'accès aux prêts et ceux qui sont en train de le demander sont les suivants. Donc le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Cap-Vert, le Rwanda, le Kenya et bientôt l'Égypte et le Mozambique. Ça, ce sont tous ces pays qui soit ont eu accès à cette facilité de prêt ou vont avoir l'accès à cette facilité de prêt. Nous, ce que l'on fait, c'est mettre tout le monde autour de la table. Vous vous souvenez que j'avais montré cette slide sur la fragmentation du paysage du financement climatique. Tous ces gens-là ne se parlent pas. Et donc, l'objectif, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire quels sont les besoins de financement supplémentaires, quelles solutions de financement additionnelles on peut trouver pour venir financer la transition, pour pouvoir préparer des dispositifs de préparation de projets climatiques, mettre en place des mécanismes de financement mixtes, émettre des obligations durables, etc. Et donc, on l'a fait avec beaucoup de pays aujourd'hui. On a eu 2 tables rondes avec le Bénin et la Côte d'Ivoire qui ont été organisées en juillet, avec du coup une réflexion en cours sur les solutions financières innovantes à venir développer au Bénin et en Côte d'Ivoire, au Sénégal également, au Rwanda, au Kenya, etc., pour venir catalyser le financement de la lutte contre le changement climatique. Et donc, cette collaboration entre les banques multilatérales de développement, le FMI, les banques régionales et nationales de développement au niveau domestique, les gouvernements, etc., portent ses fruits, et c'est ce que vous montrent ces citations ici. Je vais m'arrêter de parler ici parce que j'ai beaucoup trop parlé déjà. J'espère que c'était clair. Je sais que je vous ai présenté beaucoup de choses en 3/4 d'heure. Donc, c'est normal si vous avez des questions ou si ça vous paraît un peu flou. Sachez que je reste à votre disposition aujourd'hui dans les quelques minutes qui suivent et par email. Vous avez mon mail ici noté si vous avez davantage de questions. Merci beaucoup. J'arrête de partager mon écran. J'espère ne pas vous avoir assommé. Le son n'est plus net. Vous m'entendez? Le son, Très faiblement. on entend faiblement maintenant à la fin. Vous m'entendez bien là? C'est vrai. Allô? Oui, vous m'entendez? Ok, c'est bon. Parfait. Ok. Merci beaucoup, Madame Charlotte, pour le partage. Je vais laisser la parole aux collègues s'il y a des préoccupations. Je pense que là, nous avons 15 minutes avant la fin. Merci. Docteur. Bonsoir, Madame Charlotte. C'est Madame Charlotte, quoi, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Le nom, s'il vous plaît, vous avez dit Charlotte. Faut vous rapprocher peut-être de l'autre. Ouais, peut-être vous allez vous approcher. Sinon, elle n'a pas entendu le micro ici. Charlotte Gatz. C'est Gatz. L'endoption. Non, c'est juste Charlotte. Non, non. Elle n'entend pas encore. Vous m'entendez? Oui, très bien, je vous entends. Elle entend. Vous m'entendez, ok. Vous avez dit que
J'ai demandé tout à l'heure votre nom, on ne s'est pas entendu. Mais la question, c'est au niveau du financement du privé, qui est de plus en Oui. plus sollicité dans le financement de la transition climatique. Je veux dire, la question climatique est assez quand même cruciale dans nos pays quand on voit les menaces sur nos populations. Quand on demande au privé de s'intéresser à un secteur, le privé, ce n'est pas un philanthrope. Le privé vient pour des intérêts, des bénéfices. Qu'est-ce qui pourrait amener le secteur privé à s'intéresser au financement de la lutte contre l'avancée climatique? Merci beaucoup pour votre question et je pense qu'elle est fondamentale parce qu'elle en fait, elle est au cœur du problème, justement. C'est que le secteur privé… On Vous vous entend m'entendez? pas bien. Non, Vous m'entendez là? c'est bon. D'accord. Je pense que la question que vous posez, elle est fondamentale parce qu'elle est au cœur du problème, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, le secteur privé a besoin de rendement. Alors, les perspectives de rendement, elles diffèrent si l'on parle d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique. Sur l'atténuation au changement climatique et sur la transition de l'industrie, par exemple, du secteur énergétique, etc., oui, il y a des rendements. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est pas seulement expliquer au secteur privé que ces rendements existent, c'est aussi développer ce que l'on appelle des pipelines de projets, c'est-à-dire de projets dans le secteur énergétique, de l'agriculture, etc., qui permettent en fait de montrer au privé que les projets, ils existent et que les rendements, ils sont possibles. Et par ailleurs, le Bénin a développé une pipeline de projets très importante de l'ordre de plusieurs milliards de dollars qui montre qu'il est possible de venir investir au Bénin dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture en particulier, et donc d'avoir du rendement. Mais encore une fois, le but, c'est pas seulement d'expliquer et de développer ces pipelines de projets. Le but aussi, c'est de venir lever certaines de ces barrières à l'investissement que j'ai mentionnées tout à l'heure, notamment sur le risque de change, sur le risque politique, sur le besoin de politique macrostructurelle, sur le besoin de renforcement aussi de capacité. Si je me permets de venir repartager très rapidement mon slide. Alors, excusez-moi, j'essaie de le trouver ici. Les barrières que j'ai mentionnées ici, j'espère que vous les voyez bien. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il y a besoin de soutien international et de renforcement de capacité pour lever ces barrières qui sont spécifiques à l'investissement climatique et qui s'ajoutent à la recherche de rendement, à savoir le fait que souvent il y a des obstacles à la mise en œuvre des projets climatiques, une certaine lenteur dans les décaissements, des incertitudes réglementaires, un manque d'expertise technique, etc. Et c'est donc la raison pour laquelle le secteur privé peut venir si ces barrières, elles sont levées. C'est donc là aussi où les politiques publiques qui sont décidées au niveau de l'État, au niveau régional aussi, c'est là que le renforcement de capacité sont très importants pour venir lever aussi ces barrières et venir montrer que non seulement il y a du rendement possible, mais en plus il est possible de venir prendre du risque dans ces projets. Évidemment, tout ça est plus difficile dès lors qu'il s'agit d'adaptation au changement climatique. Pour l'adaptation au changement climatique, ce sont souvent des infrastructures d'ordre public, premièrement. Et deuxièmement, le rendement, il est beaucoup plus difficile à venir trouver. Finalement, le rendement dans une infrastructure d'adaptation, ça va être en cas de catastrophe climatique, d'inondation, de sécheresse, de montée des eaux, etc. Finalement, c'est plus une résilience des infrastructures qui va être recherchée, pas forcément du rendement lui-même, non? C'est-à-dire que vous allez être en mesure d'être résilient face à des événements climatiques, mais tout cela n'est pas directement source de rendement. Ou en tout cas, disons que c'est plus un sujet de long terme. C'est-à-dire que le rendement, il va arriver plus sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez devoir faire comprendre au secteur privé qu'il est nécessaire d'investir dans l'adaptation et dans l'atténuation aujourd'hui pour continuer à pouvoir faire du profit demain. Parce que les infrastructures seront résilientes et les pays seront résilients. Et donc, je pense qu'en fait, c'est toute la combinaison de ces choses-là qui est importante, mais évidemment, il n'y a pas de solution magique. C'est pour ça qu'il y a un besoin de coopération entre le public et le privé et un besoin de coopération entre le niveau domestique, au Bénin par exemple, et le niveau international. Il y aurait beaucoup à dire sur votre question, donc je ne veux pas être trop longue, mais j'espère que ça vous apporte quelques éléments de réponse. Et n'hésitez pas si vous avez besoin, comme je l'ai dit en tout début d'introduction, on a énormément de documentation, de rapports, de choses que l'on fait. Je vous ai présenté seulement une toute petite partie, donc si vous avez besoin de davantage de documentation, je peux vous la transmettre. Merci. Autre intervention? Est-ce qu'elle entend? Oui, je vous Oui, entends. je Je vous entends. Oui, ok.
Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que vous avez parlé du prêt. Je pense pour la résilience et le climat, c'est ça? Je n'ai pas bien retenu peut-être Oui, c'est ça. le C'est un nom nouveau précis. programme de prêt qui s'appelle la Facilité pour la résilience et la durabilité. Oui. C'est ça, d'accord. Alors, comme son nom l'indique, c'est quand même un prêt, même s'il y a un délai de grâce de 10 ans et donc des termes concessionnels, ça veut dire qu'il faudra rembourser. Et si la logique, c'est essentiellement de permettre de tenir le coup des chocs liés au changement climatique, on ne voit pas très bien ce qui va générer les ressources qui vont permettre de rembourser, dès lors qu'à nouveau qu'il s'agit quand même d'un prêt. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un peu la logique qui est derrière cette facilité? Non, merci. Vous posez également une question très importante. Alors, la logique, c'est que le pays construit, grâce à ce prêt, une résilience face au changement climatique, mais aussi une résilience de ses entreprises. Et donc, l'objectif, c'est aussi de venir montrer qu'en fait, il y a du rendement possible dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets et que, pour le dire très concrètement, il est possible de venir investir au Bénin, par exemple, et de pouvoir faire développer en fait ces entreprises et ces industries de manière soutenable sur le plan environnemental et climatique et de pouvoir venir être résilient face au changement climatique. Et donc, le pays peut venir du coup, excusez-moi, j'ai du mal à le dire en français parce que je ne suis pas habituée à faire tout ça en français, mais venir générer des revenus issus de ces activités économiques et issus finalement d'activités qui soient résilientes face au changement climatique. Et c'est donc là qu'est la logique effectivement du prêt. Après, pour vous dire les choses de manière très claire, on considère que ce n'est pas seulement grâce à des prêts que l'on va pouvoir venir financer le financement de la transition. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a un besoin d'augmenter les dons, l'aide publique au développement et également de venir renforcer peut-être aussi des dispositifs justement de financement mixte, comme je le disais, à savoir que l'État met du capital dans des structures de financement et l'État peut venir aussi du coup générer des revenus grâce à cette prise de risque. Mais pour ça, il est nécessaire aussi que les banques multilatérales fassent leur travail, disons, en matière d'investissement, en matière de dons, etc. Encore une fois, je pourrais répondre en 3/4 d'heure, 1 heure, donc j'essaie d'être synthétique, mais j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Oui. Merci bien. Je voudrais savoir si dans la stratégie de facilitation d'accès au financement, la société civile est impliquée. Et si lors de votre dernière mission, je crois, si je ne me trompe, de juillet de l'année en cours au Bénin, a élargi la rencontre à la société civile. Merci. Oui, Et c'est aussi la compréhension du carnaval de financement. Merci. Merci beaucoup. Excellente question également. Alors oui, en tout cas, alors moi, je vais vous parler de manière très directe. Je suis au FMI seulement depuis 3 ans et je ne savais pas comment, en tout cas, je pense que laissez-moi peut-être le présenter ma réponse autrement. Je ne pensais pas que le FMI consultait la société civile. En tout cas, je pense que c'est une pratique plutôt nouvelle. Et effectivement, lors de l'ensemble de ces missions, il y a énormément c'est-à-dire que l'équipe pays Bénin se rend au Bénin 5 à 6 fois par an. Donc quand même beaucoup parce que l'équipe habite aux États-Unis et à chaque fois pendant plusieurs semaines d'affilée et rencontre effectivement la société civile, les universités locales aussi, des ONG, l'opposition aussi gouvernementale, etc. Et donc il y a aussi cette consultation de la société civile qui est faite. Il faut savoir que lorsque nous discutons lors de ces tables rondes que j'ai mentionnées de solutions de financement innovantes sur le climat, la société civile est aussi invitée par les autorités du pays normalement. Et nous avons notamment des think tanks et disons des think tanks qui sont représentés et qui apportent leur expertise. L'objectif étant de comprendre effectivement non seulement le cadre politique, le cadre réglementaire, etc., mais aussi quels sont les obstacles au financement, quelles sont les solutions à trouver, etc. Et c'est donc là aussi où vos recommandations seraient évidemment la bienvenue, parce que bien que nous ayons une équipe pays qui travaille, par exemple, avec le Bénin et sur le Bénin toute l'année, pendant plusieurs années d'affilée, à chaque fois, les équipes tournent évidemment tous les 3-4 ans, mais évidemment qu'il est nécessaire malgré tout d'avoir accès aussi à des informations complémentaires et supplémentaires
sur ces sujets. C'est donc là aussi que le rôle de la société civile est très important. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle le représentant permanent du FMI au Bénin, Modeste, a accepté que nous vous parlions aujourd'hui afin de pouvoir renforcer cette coopération, et je pourrais vous mettre en contact avec lui si vous ne l'êtes pas déjà. Je pense que Jean-Pierre vous l'êtes, mais peut-être pour le reste des participants aujourd'hui. Merci madame pour votre brillante présentation. Dans celle-ci, vous avez mis en rapport la cotation des prêts avec la communication sur les politiques publiques menées en matière d'environnement. Vous avez fait remarquer que les pays en voie de développement, donc les pays à revenus faibles, communiquent très peu sur les efforts qui sont consentis en matière de lutte contre les changements climatiques, ce qui explique le coefficient négatif affecté à leur cotation des prêts. Je voudrais savoir ce que le FMI fait en termes de coopération pour aider les pays africains à combler cette faille-là. Merci, c'est une excellente question. Alors effectivement, il est vraiment nécessaire de venir renforcer cette communication, de venir renforcer déjà les politiques elles-mêmes, et ensuite de venir renforcer leur communication et du coup aussi la production de données sur le degré d'alignement progressif, par exemple, de l'économie béninoise, par exemple, mais je pourrais le dire pour n'importe quel pays, c'est-à-dire le degré d'alignement progressif de l'économie sur des objectifs de transition et d'adaptation au changement climatique, et aussi de venir communiquer sur le degré d'alignement progressif des entreprises, non seulement des grandes entreprises, des grandes entreprises d'État, des banques, etc., mais aussi des petites et moyennes entreprises, autant se faire que peu, sur ces objectifs climatiques. Pourquoi? Parce que c'est la production de ces données-là qui va permettre, comme vous l'avez dit, notamment d'influencer la cotation de crédit, par exemple, mais également de pouvoir faire comprendre aux banques locales, régionales, internationales et au secteur financier et évidemment au secteur, au FMI, aux banques multilatérales de développement, que les progrès sont là, que les politiques aussi sont là pour venir soutenir ces progrès en fait. Et c'est donc, alors je l'explique encore une fois de manière très synthétique et assez rapide, mais c'est la raison pour laquelle on soutient effectivement les pays non seulement dans la formulation de leur politique liée au climat. Il y a énormément d'assistance technique, de renforcement de capacité qui est fait pour les pays, et en particulier en Afrique subsaharienne, qui reçoit la majeure partie de l'aide de l'assistance technique du FMI et du renforcement de capacité. Donc, venir renforcer les capacités sur le développement des politiques elles-mêmes, et ensuite, effectivement, sur leur communication. Et donc, on a des programmes d'assistance technique qui sont vraiment ajustés pour venir permettre sa communication et pour venir aussi faire comprendre aux grandes agences de crédit internationales, etc., ce que font les pays en Afrique subsaharienne. Et effectivement, ce n'est pas facile parce qu'il y a un besoin de coordination interministérielle, parce qu'il y a un besoin d'aller collecter de la donnée auprès des entreprises sur le changement climatique. Donc, pour plein de raisons, c'est un exercice complexe, mais néanmoins possible. Et donc, effectivement, il y a beaucoup en tout cas, un nombre croissant, disons, de programmes de renforcement de capacité qui portent là-dessus en vue de renforcer ce qu'on appelle cette architecture d'information climatique, oui. Il reste Une question. une dernière question. Allez-y. Alors, madame, vous avez listé un certain nombre de pays qui bénéficient du financement du Fonds monétaire international. Comment est-ce qu'on fait pour être éligible à ce financement? Parce qu'on sait que pratiquement tous les pays en Afrique subsaharienne sont concernés par les menaces de changement climatique. Comment est-ce qu'on fait pour être éligible au financement du fonds? Oui, alors c'est une excellente question également. Alors en fait, les financements du FMI… Ah pardon, vous m'entendez là? Allô? Oui, vous m'entendez? Très bien. Non. Non? Pas Et là? encore. C'est mieux? Allô? Vous m'entendez ou pas? Non, pas encore. Est-ce que là, c'est bon? Il débranche les écouteurs. Il peut-être débrancher les écouteurs, peut-être. Ah, c'est sûrement lié aux écouteurs. Non?
Le son est parti. On n'entend pas. On n'entend pas encore. Est-ce que là, c'est mieux? Non? Ouais, je marque. Oui, fais avec. Non, ça c'est fini. Ok. Bon, quel essai, hein? On va essayer d'entendre. Moi, je vous entends très bien, désolée. Oui, Vous m'entendez nous pas? avons une très bonne connexion ici. Quel essai de Oui, répondre? essayez. Est-ce que là, c'est mieux? Vous m'entendez bien? C'est bon, c'est bon. Allez. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Alors, peut-être, pardon, pour répondre à votre question rapidement, en fait, tous les pays à faible revenu sont admissibles à qui sont admissibles à un fonds qui s'appelle le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance sont éligibles. Donc, en gros, pour vous la faire courte, je pense que quasiment l'ensemble, si ce n'est tous les pays d'Afrique subsaharienne sont éligibles à cette facilité de prêt. Je vais vous transmettre dans un mail le lien vers le site du FMI en français qui vous détaille en fait les dispositifs d'éligibilité. Ok. Merci. Madame, docteur Biquet, vous avez quelque chose à dire? Merci. Vous avez dans la salle ici la représentante présidente de la Fondation Konrad Adenauer, donc basée à Abidjan. Vous avez Enchantée. des chercheurs du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Royaume-Uni et d'Allemagne dans la salle ici. Non, c'est Sénégal. Il y a du Sénégal. Ah, J'ai commencé par là-bas. J'ai dit la Guinée. Ok, donc vous êtes adressé à ces acteurs et je pense que au retour, chacun de nous dans nos pays, bon, nous les Béninois, on est ici, et on sera quand même une porte-voix de cet enjeu et surtout de la facilité, le fonds de facilité dont bénéficie ici, je pense, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Donc la Guinée, le Togo commençait par briller. Vos candidatés. Ok, merci pour Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir contacté votre. Merci. Et nous espérons peut-être vous allez m'envoyer certainement par mail la présentation. Oui, je vous envoie tout ça. Je vous envoie tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt. Et merci de vous avoir. Merci. Merci beaucoup. Youssef, tu as demandé, tu ne sais pas en quoi. C'est spécial. Oui, non, maintenant j'ai la réponse. Ok, merci.